Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un avion de chasse américain qui a neutralisé par 2 fois en moins de 24 heures des ballons d'observation attribués à la Chine. Un rapprochement entre Moscou et Pékin sur fond de guerre en Ukraine. Nous avons pour objectif de renforcer les coopérations entre les forces armées de la Russie et de la Chine. La Russie et la Chine entendent ainsi devenir un contrepoids géopolitique face aux États-Unis. Les Chinois disposent d'une industrie d'armement extrêmement performante. Aujourd'hui, en quelque sorte, ils sont en mesure d'exporter du matériel de très haut niveau vers la Russie. Face à une situation internationale difficile, nous sommes prêts à renforcer la coopération stratégique avec la Russie. Anthony Blinken a donc mis en quelque sorte les points sur les i. Washington fait pression sur Pékin pour empêcher que la Russie ne se réarme au détriment de l'Ukraine. Et on revient sur ces menaces des États-Unis à la Chine, sur cette livraison, cette potentielle livraison d'armes à la Russie. Faut-il craindre cette extension du conflit, Philippe? Oui, la Chine a réagi et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a nié les faits et accusé les USA de propager de fausses informations et de nourrir les flammes du conflit. Alors, est-ce que vous craignez une extension du conflit? Est-ce que pour vous, on peut arriver carrément à une 3e guerre mondiale? On vous attend au 0826 300 300. Et on a un invité, bien entendu. Eugène Berg est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes un ancien ambassadeur, essayiste et enseignant spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et du Pacifique, auteur du livre L'Ukraine, février 2023 aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et La Rose, et La Russie pour les nuls aux éditions First. Ça, ce sera pour moi. Philippe Bilger. Philippe Bilger, petite réaction sur ces menaces. Vous vous flattez, ma chère Cécile. L'ambassadeur pour les nuls. Non, mais c'est pas la Russie pour les nuls, c'est pour moi. Non, mais si vous le permettez, je serai un peu plus long que d'habitude. Allez-y. Et je serais heureux que monsieur l'ambassadeur puisse répondre, si vous me le permettez. Depuis le début de la guerre, monsieur l'ambassadeur, j'ai l'impression que on a du mal à identifier très exactement la stratégie chinoise. À un certain moment, il me semblait que les Occidentaux, les Européens, considéraient que la Chine pouvait jouer un rôle d'influence très positif auprès de la Russie pour la calmer, pour aller vite. Ensuite, on apprend que les relations n'ont jamais été meilleures que durant cette période entre la Russie et la Chine, et on voit les problèmes d'armement que semblent dénoncer les États-Unis. Quelle est, en définitive, à votre avis, la position de la Chine ? Voilà, écoutez, je crois que vous avez très bien résumé la situation, qui est un peu compliquée parce qu'elle a été sinueuse, je veux dire, à l'image même de la Chine. Alors, au début, vous avez cité le ballon, il a été abattu par un F-22, c'est un peu technique, le 4 février. Et le 4 février, il y a un an, Vladimir Poutine était à Pékin pour l'ouverture des Jeux d'hiver, et il a signé un communiqué de 16 pages que j'ai appelé dans mon livre un véritable manifeste d'un nouvel ordre mondial. Ils ont passé en revue l'ensemble des questions et donc ils ont remis en cause le monopole occidental sur cet ordre mondial libéral qu'ils veulent remettre en cause. Alors, quand la guerre a éclaté, la Chine a été prudente parce qu'elle ne savait pas très bien où ça allait. Si la Russie allait gagner, comme peut-être elle l'espérait, ou certainement au bout de quelques jours ou quelques petites semaines, elle empochait tout. Quand elle a vu que la Russie s'enlisait, elle est devenue prudente en disant finalement, si la Russie perd, moi j'y perdrai une partie de ma crédibilité, de mes marchés, et ainsi de suite. Maintenant, on est peut-être à une 3e phase de l'attitude chinoise. Alors pourquoi la Chine a haussé le ton? Et pourquoi les États-Unis ont répliqué? La Chine a haussé le ton, à mon avis, au moment même où les Américains, souvenez-vous, le 25 janvier, il n'y a pas si longtemps, ont décidé de livrer des chars Abrams 1 et 2, des chars lourds, contrairement aux AMX français. Et là, ils se sont dit, oulala, ils vont loin et je ne peux pas rester passif. J'ai besoin de Moscou dans ma confrontation éventuelle avec Taïwan. Je suis en train de resserrer les rangs avec l'Iran. Je constitue autour de l'organisation de Shanghai une espèce de contretemps. Et donc, les États-Unis viennent m'embêter, ils viennent réarmer le Japon, ils viennent de pousser la Corée. Donc, il faut que je réagisse. Alors, du côté américain,
pourquoi finalement Anthony Blinken, qui est un homme modéré, et qui nous connaît parfaitement, qui a vécu en France, qui connaît très bien la politique européenne, nos faiblesses, nos forces, pourquoi il a haussé le ton? Eh bien, il ne faut pas l'oublier, on est en période pas électorale, mais de préélectorale. Joe Biden, malgré son âge, a dit qu'il allait se représenter. Et là, vous savez, les États-Unis, il y a toute une ambiance interne en disant « vous êtes trop faible vis-à-vis de la Chine, il faut y aller, il faut leur rentrer dedans ». Donc, manifestement, il y a ça. La deuxième attitude, on se souvient de ce qui s'est passé avant le 24 février. Et les Européens ne croyaient pas que la Russie allait attaquer. Ils trouvaient ça complètement idiot, irrationnel. Or, elle l'a fait. Les seuls qui ont dit que la Russie allait engager la guerre, c'est la CIA, c'est les Américains, et ainsi de suite. Et les Anglais. Et donc là, ils jouent le même jeu en disant, écoutez, n'armez pas la Russie, autrement, vous allez envenimer le rapport, qui sont ce qu'ils sont. Le ballon, bon, ça existe. Alors finalement, j'ai procédé à quelques recherches. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Anthony Blinken a menacé la Chine en disant « ne livrez pas des armes ». D'après ce qu'on peut connaître, on verra dans les jours, parce que finalement, ça ne va pas s'éteindre comme ça. La Chine, elle a prévu de livrer quoi? Des microprocesseurs. Peut-être que vous aurez une question technique, je m'arrête là-dessus. Des drones commerciaux. Et on sait très bien qu'un drone commercial, c'est pas uniquement pour amener la poste en Sibérie. il pourra surveiller un petit peu les frontières, ainsi de suite. Des gilets pare-balles. Alors, est-ce que c'est des armes de guerre ou pas? Souvenons-nous, l'Allemagne, au début, elle était prête à livrer des gilets pare-balles et puis des casques. Et on leur a dit, non, il faut faire plus. Des casques. Voilà où on en est, donc. Bon, je m'arrête là, parce que certainement, vous aurez des questions. Eugène Verbout et les autres vraies voix ont des questions à vous poser. Priscilla Ludowski. Oui. Allez-y. Moi, c'est plutôt la question de base qui est de dire est-ce qu'on a peur de l'escalade, Enfin, moi, j'ai pas l'impression que la Chine fasse plus que ce type de livraison-là, parce qu'ils sont sur un jeu d'équilibriste entre les trois grosses puissances. Et c'est délicat d'un point de vue commercial, même si les États-Unis demandent à l'Europe d'être moins dépendant de la Chine et de se détacher progressivement de la Chine, ils sont tous, pour moi, dans un jeu d'équilibriste qui est compliqué, quoi. En clair, est-ce que la Chine peut menacer et reculer? Elle peut le faire de manière subtile, je pense. Eugène Berg. Est-ce que la Chine peut menacer et reculer? Bon, oui, elle est assez subtile, parce que finalement, elle menace pas tellement. Elle prévient. Vous savez, c'est un jeu aussi c'est un jeu de bambou, quoi. Chacun menace, pas trop. Mais le gros des problèmes, c'est le microprocesseur. Si vous voulez que je vous en dise un mot, j'avais fait un topo dans HEC là-dessus. Bon, les microprocesseurs, qui est-ce qui a le monopole des microprocesseurs de haute pointure, c'est-à-dire moins de 3 nanomètres, c'est 1 milliardième de mètre, vous vous rendez compte? C'est Taïwan, 90%. Et l'enjeu est là. La Chine aurait 10 ans de retard. Elle importe plus de microprocesseurs que de pétrole, 350 milliards de dollars, vous vous rendez compte? Et donc les États-Unis, ça a commencé avec Donald Trump, ils veulent assécher la livraison des microprocesseurs. Alors, de très haute qualité. Alors, sans être ingénieur, on sait très bien que pour une machine à laver, pour une voiture, les microprocesseurs, c'est 20. Par contre, pour nos portables, pour nos intelligences artificielles, c'est très court. Donc, la bataille, et là, les États-Unis ont des moyens de rétorsion. Ils ont déjà employé ces moyens de rétorsion. Attention, si vous livrez des armes, même modiques, à la Russie, on coupera le robinet, on l'a déjà coupé entièrement, et on demandera à nos alliés de ne plus vous livrer aucun matériel vous permettant de combler le gap des microprocesseurs. Ça, c'est très important. C'est là que derrière cette guerre qui est horrible, qui est sanglante, il y a cette bataille, et vous savez que les guerres du futur, on le voit à l'Ukraine, et regardez les satellites, c'est l'intelligence artificielle, c'est toute la communication, c'est toute cette combinaison. Et donc les États-Unis aident Taïwan à affronter la Chine sur ce terrain. Et donc, il faut être très prudent que la Chine ne rentre pas dans de lui empêcher de combler le gap et de rattraper son retard, parce que s'il y a une déflagration à Taïwan, certains disent dans 2-3 ans, ça sera en grande partie
dans les drones, les armes intelligentes, le cyberespace et ainsi de suite. C'est ça. Philippe Coy. Juste une réaction de citoyen, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'aujourd'hui, oui, la Chine joue un jeu, j'ai bien aimé votre expression de bambou, hein, ça plie, mais ça ne rompt pas. Je pense que à la base, la Chine avait certainement plus d'acquaintance, excusez-moi de le dire ainsi, avec la Russie, pensant que ce conflit, il y a un an, allait être court. D'ailleurs, je pense que Poutine, lui-même, a dû penser que ça allait être court et que les informations qui étaient en sa possession à l'époque allaient le donner vainqueur de ce combat-là rapidement. Donc la Chine, aujourd'hui, doit être hésitante parce que malgré tout, le conflit dure et que la Chine a aussi besoin de son économie et que l'Occident a quand même une richesse à offrir à la Chine. Alors il y a peut-être des enjeux divers et variés, mais l'économie, c'est le nerf de la guerre, tout comme l'information. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils font juste des gros bras? C'est une question que je peux vous poser, monsieur l'ambassadeur, en disant, attention, nous, on peut être l'arbitre dans tout cela, mais on veut se fâcher avec personne non plus. Donc, c'est à prendre avec précaution. En tous les cas, ça reste et ça demeure inquiétant. Eugène Berg court parce qu'on part après au 0826 300 300. Oui, non, vous avez raison. La Chine, il faut qu'elle montre qu'elle n'est pas faible. Enfin, surtout Xi Jinping, qui dit qu'il est le meilleur que Mao, et ainsi de suite. Et il dit, avant de mourir ou avant de laisser, il veut récupérer Taïwan. Mais il sait très bien que son intérêt économique, rien qu'avec les États-Unis, je ne veux pas être trop docte, il y a 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. Et ces 2 milliards, personne ne va les remplacer. Alors la Chine, effectivement, veut montrer qu'elle est solidaire avec la Russie, mais elle profite de la situation. N'oubliez pas qu'elle achète du pétrole 30-40% moins cher que l'Inde. Donc elle achète du pétrole à tout le monde, à l'Arabie Saoudite, à la Russie. Et une Russie affaiblie, finalement, ça lui permettra de vendre ses produits, d'acheter moins cher, tout en disant, oui, on est avec vous, on ne vous abandonne pas. Donc, ils jouent sur beaucoup de tableaux, les Chinois. Mais ils sont très habiles. Hein. Leur politique a toujours été comme ça, hein, de jouer. Alors maintenant, ils haussent le ton parce qu'on les attend, quoi. Et si les États-Unis leur bloquent, finalement, leurs prétentions, ils haussent le ton. Alors, jusqu'où ça ira, on verra. On verra ce que ça peut retomber, vous savez. Vous restez avec nous et on part au 0826 300 300 avec Eric. On a perdu Eric, on a perdu. Est-ce que où en est-on de ce plan de paix du président chinois où on faisait des grandes déclarations au mois de décembre? Eugène Berg, oui. Oui, pardon. Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, oui, c'est pour vous. Non, Eugène Berg, pardon, ambassadeur. La première remarque, il faut l'avoir en tête, c'est comme la première fois que la Chine intervient dans les affaires européennes. Donc ça montre que la Chine est devenue un acteur global. Vous savez, la Chine, on disait, je m'occupe de l'Asie-Pacifique, c'est mon domaine. Et donc elle a une prétention à disputer ce rôle d'acteur global aux États-Unis. Et si on lui laisse, soyons neutres, je suis très neutre là-dessus, si on lui ouvre la porte, comme même la France le fait, c'est lui ouvrir un petit tapis, attention. Donc là aussi, alors déjà, elle achète des ports au Portugal, et ainsi de suite. Donc non seulement on lui a ouvert beaucoup de pays, la Hongrie, d'autres, on lui ouvre toutes les routes de la soie, mais on lui donne un rôle diplomatique important. Et si on lui donne, elle ne le lâchera pas. Bon, pour l'instant, son plan de paix, à ma connaissance, il n'est pas très important. Il colle un peu à la Russie. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas des propositions révolutionnaires. On l'aurait su, vous savez. On n'arrêtera pas cette guerre, malheureusement, par un plan de paix. Vous voyez, pas aussi. Il faut, malheureusement, les armes ne se taisent pas. Alors, vous avez parlé de Troisième Guerre mondiale. Moi, j'emploie l'expression qui m'est un peu personnelle. On a une Troisième Guerre, non pas par morceaux, mais en miettes. On a des miettes de Troisième Guerre. On a la guerre là, on a Taïwan qui se prépare, on a l'Iran, on a d'autres conflits, vous voyez. Par exemple, le Sahel, c'est quoi? C'est comme un conflit Russie contre la France, l'Occident et l'Europe. C'est une forme de guerre larvée aussi. Vous restez une guerre pour les ressources. Restez avec nous, 0826 300 300. Eric qui voudrait réagir. Rebonsoir Eric. Rebonsoir Eric. Rebonsoir. Par rapport à la Chine, il parlait du bambou, et moi je dirais que si les Occidentaux jouent au jeu d'échecs en géopolitique, dans la diplomatie, les Chinois jouent au jeu de Go. Et le jeu de Go consiste à entourer l'adversaire
pour qu'ils soient totalement bloqués et qu'ils ne puissent plus rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'ils gagnent. Toutes les actions de la Chine, petit à petit, comme disait, ils rachètent des ports, ils rachètent des portions entières de territoire. Et leur objectif... c'est de nous asphyxier, en fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est petit à petit, ils asphyxient. Ils achètent de la dette des États-Unis. Et donc, petit à petit, ils rachètent... J'avais entendu une citation, je ne saurais plus vous dire qui, lorsque la Chine, ce ne sera pas par la guerre, elle rachètera tout. Et c'est comme ça qu'elle fera plier les gens. Ce ne sera pas en bombardant. Et elle n'a pas de visée expansionniste. C'est-à-dire uniquement par rapport à sa population, c'est en ça où elle est expansionniste. Notamment Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de la Chine. Et évidemment, son rapprochement avec la Russie n'est pas non plus. Il ne faut pas non plus, oublier qu'il y a toute une partie de la Chine qui est peuplée de populations chinoises, d'origine chinoise. Et là, c'est là aussi où Poutine est un peu embêté, c'est que il y a une proportion importante de cette partie du territoire de Russie qui est donc peuplée de populations chinoises. C'est pas des Chinois au sens chinois, c'est pas des Han. Au niveau ethnie, c'est. Ils ont des origines parce qu'il y a plusieurs. Il y a des Tchouktches, etc. dans l'extrême-orient russe. Ils ont une souche chinoise. Et je pense aussi que la Chine quelque part voudrait récupérer cette partie du territoire, et avec évidemment la Mongolie, puisque historiquement l'empire de Chine, qui est passé par plusieurs dynasties différentes, mais a possédé la Mongolie à un moment. Et donc tout ça, ils avancent ils entourent petit à petit leur pion, rendent la Russie dépendante, de plus en plus dépendante, et pour au final avaler, non pas envahir, mais avaler. Concrètement. C'est ça. Petite réponse. Eugène Berg, très courte, allez, 40 secondes. 40 secondes. Non, il ne faut pas surestimer les forces de la Chine. Elle a perdu près de 900 000 habitants. Elle devient âgée. Vous savez, le niveau de vie de la Chine, c'est à peu près 10 à 12 000 $ par rapport à 70 000. Donc, elle devient, excusez-moi, tout le monde n'est pas très jeune, elle devient vieille, grise avant d'être riche. Ça, c'est important. D'autre part, il bloque le secteur privé. Regardez JAMA, beaucoup d'entreprises chinoises qui étaient listées à New York sont délistées. Donc, il ne faut pas voir la Chine comme gagnante à tous les coups. Donc, elle a ses faiblesses. Alors, vis-à-vis de la Russie, j'ai fait le transsibérien, j'étais conférencier là-bas, je vois. Finalement, elle ne veut pas récupérer ce 1,5 million kilomètres carrés que lui ont pris l'empire des Tsars. Elle veut simplement le dominer économiquement. La Sibérie, c'est 12 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants. Et de l'autre côté, vous avez 400 millions de Chinois. Donc, ils piquent déjà du bois. Ils vendent. Et hier, je regardais la télévision russe. On fait 30 ans de Gazprom. Gazprom dit on ne vend plus à l'Europe. Et maintenant, on ouvre un deuxième, la force de Sibérie. On ouvre un gazoduc pour la Chine, vous voyez. Merci beaucoup, le temps nous manque. Merci Eugène Berg, ancien ambassadeur, essayiste et enseignant spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur de l'Ukraine, février 2023 aux éditions Hémisphère Maisonneuve-Larousse, et La Russie pour les nuls aux éditions First. Merci de nous avoir éclairés. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu. Attention. Oui, mais gentiment. En trichant, mais gentiment. On ne gagne rien, je vous le dis tout net.